Bonjour, je suis Bernard Andrès, votre agent de voyage littéraire. De la Nouvelle-France à nos jours, la littérature québécoise est fille du voyage et des récits qu'en firent les premiers occupants, les explorateurs, les coureurs de bois et de paysages. Un monde nouveau pour ces derniers, mais qui ne l'était guère pour les nations du nord de l'Amérique qui l'habitaient, ce monde, et de bien longue date. Raconter cette nouveauté toute relative, narrer cette rencontre avec l'autre et avec soi-même, se découvrir autre soi-même est ce qui fonde les premiers textes du corpus québécois, comme les plus récentes tentatives narratives et les plus récentes explorations textuelles et hypertextuelles. Pour nous accompagner dans ce périple, nous ferons appel à l'Atlas littéraire du Québec, publié chez Fides en 2020. Cet ouvrage de référence regroupe une centaine de spécialistes dont certains ont accepté de se livrer ici à l'exercice de l'entrevue. De l'une à l'autre de ces rencontres avec des spécialistes, au gré de ces dialogues sur le roman, la poésie, l'essai, le théâtre et toute autre forme d'écriture, on voyagera en bonne compagnie du XVIIe siècle au XXIe siècle, sur les ailes de l'Association internationale des études québécoises. Bon vent et bon voyage. Bonjour, je vous propose aujourd'hui un nouveau voyage vers des domaines d'écriture occupés par les femmes de la Nouvelle-France à nos jours. Dans les cartographies du monde littéraire, la littérature féminine au Québec a longtemps été une terra incognita, comme on désignait jadis dans les mapes-mondes les territoires non encore explorés. L'histoire littéraire a mis longtemps à étudier l'émergence et la consécration de ces femmes de lettres qui, dans les sociétés patriarcales, étaient cantonnées à l'espace de leur communauté religieuse ou aux écrits de la sphère domestique. Correspondances privées, mémoires intimes, poèmes, fiction. Mais tout a bien changé depuis le tournant du XXe siècle, alors que les écrivaines du Québec prenaient leur essor dans la société et dans les institutions littéraires. En témoigne assez la place qu'elles occupent aujourd'hui dans la plus récente cartographie de nos lettres, l'Atlas littéraire du Québec. Une trentaine d'auteurs et d'œuvres y font l'objet d'études à partir desquelles, par des jeux d'appel, de renvoi, des dizaines d'autres sont aussi convoqués. On les trouvera en annexe à la prochaine entrevue. Pour nous accompagner dans ce nouveau voyage au cœur des textes féminins, je reçois donc aujourd'hui ma collègue Laurie Saint-Martin. Bonjour Laurie, content de se retrouver dans notre alma mater à l'UQAM. N'est-ce pas? Et pour cette entrevue. Bonjour Laurie, ou bonjour Madame l'académicienne, puisque vous venez tout juste d'être élue à l'Académie des lettres du Québec, je vous en félicite. Laurie Saint-Martin est professeure au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal et spécialiste en études féministes et en littérature québécoise. Auteur de nombreux essais dans ces domaines, on lui doit notamment Le nom de la mère, Mère, filles et écriture dans la littérature des femmes au Québec, La voyageuse et la prisonnière, Gabrielle Roy et la question des femmes, Posture virile, ce que dit la presse masculine, et au-delà du nom, la question du père dans la littérature québécoise actuelle. Outre de nombreux ouvrages en collaboration, Laurie a aussi contribué à des éditions critiques des œuvres de Germaine Guèvremont et d'Anne Hébert. Mais Laurie Saint-Martin est aussi l'une de nos meilleures traductrices de l'anglais au français. En collaboration avec Paul Gagné, elle a obtenu à 4 reprises le prix littéraire du gouverneur général pour la traduction. Son dernier livre, 2022, s'intitule d'ailleurs « Un bien nécessaire, éloge de la traduction littéraire ». On lui doit enfin des nouvelles, un roman et un récit autobiographique « Pour qui je me prends ». C'est dire à quel point Laurie Saint-Martin, critique littéraire, mais aussi praticienne, passeuse de nos lettres, pourra nous aider aujourd'hui
à traverser, à commenter, à réfléchir sur les continents perdus et retrouvés de l'écriture au féminin. Nous procéderons de la façon suivante. Après un parcours historique sur l'émergence des écrivaines, on abordera un certain nombre de thèmes récurrents dans l'écriture des femmes. Le rapport mère-fille et la maternité, l'amitié entre femmes, le corps et le désir, enfin le langage et l'écriture. En filigrane, dans toutes ces thématiques, la question de la diversité donnera lieu à des considérations finales sur les écrivaines actuelles. Alors pour commencer, que dire, Laurie, des tout premiers écrits de femmes, des religieuses, au début de la Nouvelle-France? On les nommait parfois les Amazones de la foi. De qui s'agit-il et dans quelles conditions prenaient-elles la plume? Bien Bernard, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que c'était en effet des religieuses. Les premières sont venues de France adultes pour répandre la religion chrétienne, évidemment, mais elles ont été appelées très rapidement, certaines d'entre elles, à fonder des écoles, des hôpitaux, et elles jouent un très grand rôle donc, dans la fondation de la Nouvelle-France et aussi dans la postérité littéraire. La plus importante peut-être, c'est Marie de l'Incarnation, qui arrive à Québec en 1639 et qui fonde le monastère des Ursulines, qui existe encore rue du Parloir à Québec. Et puis, elle fait des lexiques de langue appelées à l'époque amérindienne, de langue autochtone. Elle écrit quelque chose comme 10 000 lettres qui donnent toute une histoire de cette époque-là. Il y a Jeanne Mance, il y a Marie Morin, un peu plus tard, qui est née ici, qui va administrer l'Hôtel-Dieu, qui rédige les annales. Alors, les femmes sont femmes de lettres, littéralement, puisqu'elles sont épistolières et historiennes notamment. Elles jouent un rôle très, très important comme fondatrices et administratrices aussi. Elles diffusent à l'intérieur de leur réseau, de leur communauté, mais elles ne disposent pas encore de l'imprimerie, comme ça viendra plus tard. Alors, quelles sont les conditions qui permettent, à partir des débuts de l'imprimerie, un nouvel essor de l'écriture au féminin à partir de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe? Là, on verra en effet de gros changements, notamment ce sont des femmes laïques qui vont prendre la plume et qui notamment vont le faire pour des raisons différentes, pour se faire connaître et pour gagner leur vie, ce que les religieuses évidemment n'avaient pas à faire. Et l'essor donc de l'imprimerie et de la presse, en général journaux, magazines, etc. Il y a beaucoup de production durant cette période, va favoriser beaucoup de vocations, si je peux dire, y compris chez énormément de femmes journalistes. Elles ont un accès à l'éducation ici qui est meilleur qu'avant, donc elles font surtout des chroniques, des billets, des poèmes, etc. Souvent des revendications féministes, de meilleures conditions de travail pour les femmes. Plus tard, elles vont réclamer le droit de vote, une meilleure éducation, toujours le droit aux études. On peut peut-être en nommer quelques-unes. Robertine Barry, Joséphine Marchand, Gaëtane de Montreuil, Henriette de Saule, Eva Circé, qui sera Eva Circé-Côté. Après son mariage, bon, je les donne un peu en vrac, sans la chronologie, mais durant toute cette période, fin 19e, début 20e, on va les voir très nombreuses, souvent en signant avec des pseudonymes, et même un peu plus tard, des femmes qui vont s'établir comme romancières, comme Gabrielle Roy, comme Germaine Gavremont, vont aussi débuter dans le journalisme. Alors c'est un excellent filon pour les femmes pendant plusieurs décennies. On pourra, oui, peut-être donner quelques noms. Il y a Robertine Barry, Gaëtane de Montreuil, Henriette de Saule, qui aura aussi un journal intime qui sera publié beaucoup plus tard et qui nous renseigne beaucoup sur la vie d'une jeune fille. À l'époque, Eva Circé-Côté, Joséphine Marchand, et plusieurs d'entre elles ont vraiment un discours féministe. Dans leurs chroniques, elles réclament le droit de vote. Plus tard, elles vont réclamer une meilleure éducation et ainsi de suite. Et le premier roman psychologique de l'époque, on le doit à une femme.
Absolument. Comme en littérature française, La princesse de Clèves, mais beaucoup plus tard, en 1881-82, en feuilleton, hein, va paraître le premier roman de Laure Conant, qui fera des romans historiques par la suite qu'on lit moins. Mais Angéline de Montbrun, c'est vraiment un roman tout à fait remarquable. C'est un roman d'amour où l'amour finit mal assez rapidement, où la jeune fille vit plein de tragédies et qui refait sa vie et devient en quelque sorte écrivaine. Et les lectures féministes qui en ont été faites par la suite, on peut nommer par exemple Maya Vertu, on a parlé, Patricia Smart, Mary Jean Green et plusieurs autres, ont vraiment vu un roman féministe déjà, où la jeune fille cherche à trouver sa voix et à parler de manière autonome, alors qu'avant, son père et son fiancé parlaient pour elle. Oui, et malgré le fait que la réception de l'ouvrage a été quelque peu biaisée, n'est-ce pas, puisque l'abbé Casgrain y voyait surtout une œuvre d'inspiration religieuse. Et il disait en le lisant, on entre dans ce livre comme dans une église. Donc il y a eu par la suite une contre-lecture d'Angéline de Montbrun. Absolument. Et c'est la preuve d'ailleurs que c'est un grand roman puisqu'on peut le recevoir de plusieurs façons. Et je peux ajouter que je l'ai enseigné encore, bon, plusieurs fois, mais encore tout récemment. Et les jeunes filles d'aujourd'hui qui ne veulent rien savoir de la religion, qui n'en connaissent même pas les codes, de manière générale, l'ont adoré. Et c'est un roman très fort sur l'amitié. Oui, son amie Tout à fait. Nina, jeune femme libérée, voire délurée, c'est son vis-à-vis, une sorte de Nina, oui. contre-figure introduite dans le récit. On va revenir plus tard à cette question de l'amitié. Alors, qu'est-ce qui change au tournant du XXe siècle dans ces œuvres-là ? Bien, j'ai dit que déjà les journalistes de la fin du 19e réclamaient plus de droits pour les femmes. Ben, elles les obtiennent progressivement et s'émancipent, ou du moins demandent à s'émanciper, ce qui n'est pas toujours la même chose, bien entendu. Alors, un temps fort de l'écriture des femmes va être les années 20 et 30, où on va voir beaucoup de romancières et de poètes femmes, parfois elles pratiquent les deux genres d'ailleurs, revendiquer un discours vraiment de désir et de passion qui va tout à fait à l'encontre de ce discours clérical de l'époque, du mariage, de la pureté, etc. Les noms les plus marquants à ce moment-là sont Jovette Bernier, je pourrais en reparler tout à l'heure, et Eva Senecal, mais il y en a énormément. Et cette époque a été un peu oubliée et est redécouverte par les critiques dans les dernières années, les critiques féministes, j'entends. Et puis, le roman se développe tranquillement tout au cours de ces années, et je voudrais aussi mentionner 1945 comme vraiment une année charnière. C'est un tournant dans la littérature québécoise de manière générale et dans l'écriture des femmes en particulier, puisqu'on va voir en 1945 la publication de deux romans un peu antithétiques et tous les deux marquants. Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, qui est le premier grand roman de Montréal, donc le premier grand roman urbain, et de l'autre côté, Le Survenant de Germaine Gavremont, suivi de Marie Didas, où là, on parle au contraire de la fin de la vie traditionnelle à la terre. On parle de la fin, en fait, du roman de la terre, du roman du terroir, qui était marquant dans le roman québécois jusque-là. On disait que c'est là qu'était la vertu sur la terre, et que les mauvaises personnes vivaient dans la ville qui est un lieu de débauche, et ainsi de suite. Et donc on voit ce moment qui est très marquant, et j'ajouterais peut-être une troisième œuvre qui est très 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 peu connue, qui est de 1943, qui s'appelle Désespoir de vieille fille de Thérèse Tardy, qui est comme un curieux livre de prose, presque d'aphorisme ou de prose poétique, où, comme les écrivaines des années 20 et 30 que je mentionnais, elles revendiquent le droit au péché. Elle dit donc le droit à la chair, en fait, le droit à la passion. Et ce n'est pas par hasard qu'on n'en a plus entendu parler, je crois. Son nom, Thérèse Tardy. Alors dans les années 40, les années 50, apparaissent plusieurs écrivaines, romancières. Vous parlez de Michel Maillot, Paul Saintonge, André Maillet. On est à une période d'émergence. Par rapport à ces dernières, comment caractériser les écrivaines des années 70 et 80
qui ont été marquées par le structuralisme, la textualité, avec des écritures plus formelles, plus expérimentales, et peut-être un féminisme radical. Est-ce là la marque des écrits des années 70 et 80 ? Je voudrais dire que d'abord, dans les années 50-60, on va voir plusieurs romancières, dont celle que vous avez mentionnée, qui ont été un petit peu moins étudiées. Man Brown, Isabelle Boisclair, plus récemment Ariane Gibault, en parlent, mais on les a un peu ignorées en faveur du roman nationaliste, des grands noms masculins dont on parlait à cette époque-là. Mais à partir de 1975 environ, on va voir émerger toute une génération d'écrivaines vraiment du féminisme radical. On peut nommer parmi les mieux connus Nicole Brossard, France Théoret, Lucky Bersianic, Madeleine Gagnon, Jovette Marchesso et plusieurs autres, dont plusieurs vivent et écrivent encore aujourd'hui, qui réellement vont dire en somme, bien, le roman doit changer, la littérature doit changer, puisque non seulement le langage dont elles font le procès est patriarcal, mais les formes littéraires le sont. Alors elles vont pratiquer ce qu'elles appellent la théorie fiction, qui est une sorte de forme hybride entre réflexion féministe et expérimentation effectivement structuraliste. Et cette radicalité féministe se manifeste-t-elle encore chez les écrivaines d'aujourd'hui ? Vous parlez d'un métaféminisme. Quel a été le passage de l'un à l'autre ? Oui, le métaféminisme, comme je l'appelle, ça vient un peu après. Souvent, ce sont les mêmes écrivains dont la manière d'écrire a changé, c'est-à-dire que plusieurs d'entre elles vont un peu cesser de faire le procès direct du langage ou de faire de la théorie fiction au profit du roman qui va revenir en force et ainsi de suite. Les préoccupations féministes sont encore là. C'est pour ça que je parlais de méta-féminisme. Ce n'est pas un post-féminisme, le féminisme. Il est toujours là, mais méta dans le sens où il a changé de forme, comme dans Métamorphose, et où où leur discours n'est pas toujours explicitement féministe, mais elle va l'être au moins implicitement par les formes et par les thématiques qu'elles explorent. Mais dans les quelques dernières années, on y reviendra tout à l'heure, on voit de nouveau une génération, une jeune génération qui intègre plus directement à son écriture une colère féministe et une dénonciation féministe qu'on ne voyait pas nécessairement dans les années 90 ou 2000 ou même 2010, mais on le voit dernièrement et c'est une constante chez une certaine génération, je dirais. Mais oui, il y a cette colère, cette revendication qui est là et qu'on voit chez beaucoup de jeunes femmes, et notamment dans la poésie. Et elles vont s'alimenter, par exemple, de José Yvon, de Nelly Arcan, de plusieurs parlent de Carole David, de Martine Delvaux, de plusieurs autres qui les ont marqués. Donc il y a une sorte de nouvelle généalogie qui est en train de se constituer, oui. Alors au terme de ce rappel historique des écritures au féminin, nous allons à présent entrer au cœur même de ces textes, de ces auteurs, en abordant des thèmes qui vous sont chers, comme pour commencer le rapport mère-fille. Le trouve-t-on déjà dès le début et chez quelles écrivaines ? Je peux renvoyer à mon livre, Le nom de la mère, qui remonte un peu, mais qui lisait la tradition, justement, du début à l'époque où le livre a été publié. Mais enfin, c'est un thème, oui, qui m'est très cher et qui marque de très, très, très nombreuses écrivaines. Il faut dire que dans un premier temps, les mères étaient absentes. Les mères sont toujours mortes dans le roman de la Terre, elle ne joue pas un rôle important. La mère d'Angéline de Montbrun est morte aussi, mais quand Angéline se met à écrire, elle pense à sa mère. Donc il y a quand même une sorte de filiation qui se fait dans l'écriture, mais Patricia Smart a souligné que la première mère dans le roman québécois qui ne meurt pas avant la fin du roman, c'est Rosanna, dans Bonheur d'occasion, de Gabrielle Roy. Elle va même accoucher dans tout un chapitre, ce qui était une nouveauté. Dans le roman, à ce moment-là, un accouchement vécu du point de vue de la mère et ainsi de suite. Mais globalement, à cause du natalisme au Québec, absence de contraception, bien entendu, et à cause de l'influence de la religion catholique, les femmes étaient censées, et elles n'avaient pas beaucoup le choix, avoir une nombreuse progéniture. Donc, quand vous avez 10, 15 enfants, vous n'avez pas beaucoup de temps pour être présente. Et naturellement, le
le taux de mortalité des femmes était très élevé, ce qui explique en partie leur absence du roman. Ici, je pourrais parler d'une citation de France Théoret qui dit ceci, la mère n'a d'autre nom que Mama pour les enfants trop nombreux, nés malgré elle de son ventre fécond. Alors, ce que ça dit très bellement, c'est que précisément, la mère n'avait pas de nom. C'est pour ça que j'ai intitulé mon essai de cette façon. Elle n'a pas d'identité, elle n'est qu'une fonction. Et souvent, on va voir les filles chercher leur mère déjà morte et aller au cimetière et ne trouver que sa pierre tombale où il y a le nom de son mari finalement. Et chercher son nom et ne pas le trouver. Alors, cette quête est très importante dans le roman, donc, mais quand la mère n'est pas trop absente, comme dans tous ces cas-là, elle est souvent trop présente. Alors, il y a toute une autre filiation d'écriture, on pourrait dire, dans le roman des femmes où la mère est étouffante et terrible, où elle veut empêcher la fille finalement de vivre sa vie. La phrase ironique de Ying Chen, à ce propos-là, dans La gratitude, résume bien la chose. Elle dit « Avant moi, maman avait possédé d'autres choses. Elle avait élevé des oiseaux en cage. » Alors, on voit bien la fille chose de la mère, et dans beaucoup de romans de femmes, la mère va être donc ce que Jovette Marchessault a appelé la dresseuse patriarcale, celle qui initie la fille à la vie de mère et d'épouse, à l'obéissance, et qui ne lui permet pas justement de faire autre chose. Donc on va vouloir tuer la mère. Il y a beaucoup de textes de matricide ou d'infanticide, toute cette tradition romanesque des années 60 au moins, et même avant. On pourrait parler de La Belle Bête de Marie-Claire Blais de 59, où la fille va aussi tuer la mère. Donc toute cette tradition est d'une très très grande violence qui peut surprendre et qui continue jusqu'à nos jours. Mais on trouve aussi des éloges très doux de la mère, des amours passionnés entre la mère et la fille. Par exemple, dans la pièce Les Vaches de nuit de Jovette Marchessault, qui est de 1980, dans Triptyque lesbien, la fille parle de sa mère comme d'une grande déesse qui s'envole vers la voie lactée. On voit l'image de lait, évidemment, avec toutes les autres mammifères, et où elle célèbre, elle dit le sabbat des sabots dans la voie lactée. Et là, la mère est passionnément aimée. On voit aussi cet amour de la mère chez Gabrielle Roy, par exemple, même si elle doit quitter sa mère pour devenir elle-même. Mais en tout cas, tous ces textes sont écrits encore du point de vue de la fille. Mais le point de vue de la mère doit émerger à un moment donné, même si c'est beaucoup plus tardivement. Les grandes romancières, jusqu'à plus récemment, n'avaient pas d'enfants d'ailleurs. Gabrielle Roy n'en a pas, Marie-Claire Blais n'en a pas, Anne Hébert n'en a pas, Germaine Gèvremont, oui, mais elle écrira quand ses enfants seront déjà grands, et pour faire vivre la famille aussi. Mais il faudrait parler ici de Jovette Bernier et de La chair décevante, qui est de 1931, qui est un roman redécouvert aussi par les féministes. Plus tard, Lucie Robert a écrit là-dessus notamment, où on voit une femme qui, au lieu de donner son enfant en adoption, comme les mères célibataires, devait le faire. Son amant est marié, il ne veut pas reconnaître l'enfant, donc elle le garde, elle l'élève, et c'est déjà un grand défi. Elle dira la société te défend de mes caresses, mais le cœur des mères se glisse derrière la loi des hommes. Donc c'est vraiment une rebelle à plusieurs titres. Et on va voir par la suite beaucoup de voix de mères s'élever, notamment dans les années 70-80. Je pense par exemple à La cohorte fictive de Monique Larue, où on a la mère, une jeune mère, une nouvelle mère, qui écrit pendant que son enfant dort. Donc on a des chapitres alternés de ce qu'elle vit comme jeune mère et de ce qu'elle écrit. Et donc on a toute une réflexion sur la créativité et la maternité, et comment elles peuvent se compléter ou au contraire s'opposer.
Et je voudrais citer le beau roman ici de Élise Turcotte qui s'appelle Le bruit des choses vivantes de 91, où elle parle d'une mère et de sa jeune fille Maria et comment elles vivent dans une complicité et dessinent et écrivent et font toutes sortes de choses ensemble. Mais c'est raconté du point de vue de la mère. Donc la différence importante entre la perspective de la mère et celle de la fille, évidemment, c'est que la mère, quand elle est vue par la fille, n'a pas nécessairement sa subjectivité. Hein. Elle est l'objet de l'amour ou de la haine ou du rejet de la fille, alors que quand elle parle, elle dira des choses sur elle-même que d'autres ne peuvent pas dire. À sa place, Abla Faroud dans Le bonheur à la queue glissante de 98 va en parler. Elle va dire, ma fille ne peut pas parler à ma place. Elle pense qu'elle peut le faire, mais elle ne peut pas. Et elle tient à prendre la parole elle-même. Hein. Et peut-être pour finir, donc, cette promenade trop rapide du côté des mères et des filles, je voudrais revenir sur l'idée que la mère n'a pas de nom et n'a pas d'identité, mais chez l'écrivaine Innu Natacha Canapé-Fontaine, il y a un très beau poème que je ne citerai pas au complet parce qu'il est trop long pour ça. Il faudrait l'apprécier dans son ensemble, mais où elle dit que son nom est le nom des différents peuples autochtones du continent nord-américain, où elle parle de son fils qui va naître, le langage, le poème qui naît, et là, la mère a enfin un nom et une voix de poète, et c'est vraiment d'une grande beauté. Je me nommerai Mississippi, Assiniboine, Azué, Oaxaca. J'aurai un nom de reine, ma fleur d'origine. Je lui murmurerai mon nom au creux de l'oreille, Anacaona, pour qu'il se souvienne à jamais que je suis femme terre, Innu Ishkeu. C'est tiré de son recueil de bleuets et abricots de 2016. Alors, on peut aborder d'autres thèmes, car le temps file, et parler aussi du thème de l'amitié dans l'écriture des femmes. Absolument, l'amitié des femmes est toujours opposée à une intrigue, dans un premier temps hétérosexuelle, c'est-à-dire une histoire d'amour. Alors, Simone de Beauvoir le dit, beaucoup l'ont dit, les femmes doivent se chercher un mari pour subsister dans la société patriarcale. Donc, les jeunes filles sont rivales entre elles et parfois, donc, elles ne s'aiment pas pour cette raison. D'ailleurs, Nelly Arcan a beaucoup écrit sur ce sujet et dans À ciel ouvert en 2007, elle va dire c'est la tension créée entre les femmes, c'est ça le problème, la tension de devoir se battre de manière chienne pour se donner à les hommes. Donc il y a cette rivalité qui est présente, mais l'amitié entre les femmes, elle est là aussi depuis le début. Hein, vous l'avez dit au début, Bernard, Angéline de Montbrun, qui est très sage, a une amie Mina qui l'est moins, qui aime flirter, qui est irrévérencieuse, et le contraste entre les deux permet à l'Orconan de faire ressortir un autre modèle, féminin, on pourrait dire. Et les étudiantes d'aujourd'hui apprécient beaucoup Mina plus qu'Angéline, quand même. Mais en tout cas, leur amitié, leur solidarité est très puissante dans le roman. Dans Bonheur d'occasion, Florentine a une amie, Marguerite, mais finalement, elle la rejette. Elle ne pense pas que Marguerite puisse l'aider, puisqu'elle ne pense qu'à se marier et à dépendre donc des hommes, mais aussi à s'en sortir par le mariage, parce qu'elle se retrouve enceinte avant le mariage, ce qui était assez tragique à son époque. Et dans Le Survenant, donc le roman de 45 de Germaine Gavremont, et dans Marie Didas de 47, on va voir l'amitié entre Angelina et Marie-Amanda, qui est très belle aussi. Elles se consolent des malheurs de la vie, elles sont toujours ensemble quand elles le peuvent. Et vous avez de très belles images d'elles. On peut citer cet extrait, par exemple, Marie-Amanda la rejoignit sur la route. Silencieuses, elles allaient du pas calme des femmes qui ont à soi du temps et de l'espace. La neige tombait toujours et brouillait à mesure l'empreinte de leurs pieds sur le sol blanchi. C'est beau, hein?
Oui, Laurie, ça me rappelle aussi une auteure que je viens de découvrir, Célina Bardi, qui a publié à Québec en 1908 ses œuvres littéraires, c'est le titre même, des œuvres poétiques, journalistiques, des récits de voyage. Alors après avoir vécu dans l'ombre de son père, qui était cofondateur de la Société Saint-Jean-Baptiste, puis à l'ombre de son mari riche industriel, Célina Bardi s'est impliquée dans le journalisme, elle a commencé à voyager, à correspondre avec ses amis avec une grande liberté de parole qu'elle n'avait jamais eue auparavant. La veuve, dans toute la littérature, des femmes, pas seulement au Québec, a un statut très envié si elle a un petit peu d'argent, puisqu'elle a une liberté que n'a pas la jeune fille et que n'a pas l'épouse. Alors ça peut être une époque bénie pour certaines d'entre elles. C'est très juste, Laurie. Dans le cas de Bardi, elle voyage alors en Europe, en Afrique du Nord. Elle voyage seule la plupart du temps. Si on compare ses voyages en Algérie avec ceux d'autres hommes comme Fauché de Saint-Maurice qui ont fait le même périple, eux ne restaient qu'1 ou 2 semaines, alors qu'elle a passé 9 mois dans le Maghreb. De façon un peu méprisante, on traitait ces femmes-là d'aventurières en crinoline, alors que c'étaient des femmes de tête, d'esprit et de cœur très liées par l'amitié à leurs correspondantes. Mais il faut aussi passer à d'autres thèmes, comme celui du rapport entre le corps et le désir dans toutes ces œuvres-là. Oui, voilà. Mais si vous me permettez, Bernard, je voulais juste, avant qu'on quitte tout à fait le terrain de l'amitié, mentionner une autre romancière, Francine Noël, dont les romans Maryse, Myriam Ier et d'autres font vraiment l'éloge de l'amitié entre les femmes comme une valeur suprême. Elle parle des difficultés, mais aussi de la beauté de cette relation, qui est aussi une relation d'entraide sororale et féministe. Et c'est Francine Noël qui dira, par exemple, ou qui fera dire à un de ses personnages, l'amitié, c'est mieux que la famille. Voilà. Donc, mais pour donc passer à la question du corps et du désir, il faut revenir un instant à l'influence du catholicisme au Québec et voir que le corps, en général, le désir, la sexualité, en général, sont frappés d'opprobre. Et même dans le contexte du mariage, on est censé se reproduire bien davantage que de chercher son plaisir. Et le corps, en général, le corps des femmes en particulier, est considéré comme sale, sinon sacralisé dans la maternité. Mais cette thématique du désir chez les femmes est là aussi depuis le début, puisque Angéline de Montbrun et Mina sont très sensibles à la beauté de leur bien-aimé, et il faut les voir chanter ensemble. C'est extrêmement sensuel. Ce n'est pas dit dans les mots d'aujourd'hui, bien sûr, mais c'est déjà là. Alors, Laurie, ça se fait métaphoriquement dans le récit avec la figure suggestive du cygne, l'oiseau au long cou, n'est-ce pas? Voilà, exactement, par toutes sortes de métaphores, le jardin, et ainsi de suite. Et je pense à une astuce à ce propos-là de Jovette Bernier, donc pour revenir à elle, qui a un très beau poème de 32 dans Les Masques déchirés, où elle remercie Dieu de lui avoir donné la beauté, de lui avoir donné, dit-elle, ce filet de sang chaud qui bondit dans mes veines pour ce désir qui darde, aigu comme une haleine. Donc, le texte s'intitule Prière, et c'est donc pour dire, j'ai ce corps désirant, j'aime la beauté, j'aime regarder le bel objet de mon désir, et c'est Dieu que je remercie pour ça. Donc, vous voyez l'astuce pour contourner l'interdit clérical, là, c'est vraiment très brillant de sa part. Donc, les années 30 sont ce moment fort. En effet, de désir des femmes, je pourrais mentionner aussi dans Les Ombres d'Eva Sonécal, qui est exactement de la même époque, de 31, où l'héroïne fraîchement mariée tombe amoureuse d'un autre homme, ce qui était un terme extrêmement choquant. Évidemment, à l'époque. Je vais faire un grand bond
peut-être dans le temps, puisque le temps presse un peu, et parler parler d'autres cas où la violence sexuelle ou les non-rencontres tuent un peu les protagonistes. La plus connue à cet égard-là, c'est peut-être Nelly Arcan, qui parle de l'expérience du travail, du sexe ou d'un amour aussi qui est plus ou moins rendu. Daniel Roger parle beaucoup aussi de cette thématique-là. Les femmes, plus récemment, parlent beaucoup aussi de violence sexuelle ou parfois d'un désir qui est très bien assumé. On en parle beaucoup plus ouvertement. Je pense aussi à quelqu'un de tout à fait contemporain comme Anne Archer, qui a 3 livres. Pour l'instant, j'ai hâte de voir son 4e. Le premier est axé sur le désir entre les femmes. Oui, voilà. Le 2e sur l'amour entre hommes et femmes. Et le 3e sur la masturbation. Donc, on se demande bien ce qu'elle fera après. J'ai bien hâte de voir. C'est très drôle, très irrévérencieux. Et puis, on pourrait, dans un tout autre ordre, parler, par exemple, du roman de Virginia Pessamapeo-Bordelot, une écrivaine autochtone, qui rappelle aussi le contexte de pouvoir dans lequel la sexualité se vit pour les personnes autochtones. C'est une très belle histoire d'amour érotique entre 2 jeunes personnes autochtones, mais elle dit que ça prend racine, là, je la cite, dans une histoire où règne violence et colère, et surtout une histoire de plaisir des corps dans un monde qui n'a pas encore connu les pensionnats pour autochtones et les abus multiples des religieux sur les enfants. Mais c'est dans l'Amant du lac, n'est-ce pas? L'Amant du lac, oui. Voilà, exactement. Voilà. Alors ça, j'ai parlé jusqu'ici du désir hétérosexuel, mais il faudrait bien sûr parler aussi du désir entre les femmes, qui est un motif fort aussi de la littérature québécoise. On peut citer par exemple Amadou de Louise Maheu-Forcier, qui est de 1963, où 2 jeunes femmes vont tomber amoureuses l'une de l'autre. C'est un thème très fort chez Marie-Claire Blais, bien sûr, chez Jovette Marcheseau, Nicole Brossard. Je voudrais citer peut-être le début de Baroque d'aube de Nicole Brossard, un roman de 93, qui est très beau. D'abord l'aube, puis la femme avait joui. Il y avait eu un léger tremblement des cuisses, puis le corps de la femme avait fait le tour de la planète, comme si le plaisir en elle était devenu un énorme réflexe de vie aérienne. Et tout de suite après, Louise Labbé va être mentionnée. Donc, on a toute une filiation d'écriture des femmes, de désir entre femmes et vraiment d'images cosmiques, on pourrait dire. Et peut-être terminer ce survol beaucoup trop rapide par une citation de Jovette Marcheseau dans Triptyque lesbien de 80, où elle dit « Homosexuel, hétérosexuel, je suis autosexuel, messieurs les propriétaires ». Donc la sexualité, profitons-en pour le dire, est liée au désir pour un ou une autre, bien sûr, mais aussi à l'autonomie, le fait de posséder son propre corps, sa propre voix, son propre désir. En effet, Laurie, mais on pourrait aussi approcher ces œuvres sous l'angle des rapports entre la langue et l'écriture, le désir, mais aussi le désir d'écrire, n'est-ce pas ? C'est un autre vaste sujet. On peut faire le procès du sexisme dans la langue patriarcale, comme Luki Bersianic l'a fait dans le Géliade et beaucoup d'autres. J'ai parlé un peu de ces formes plus expérimentales des années 70-80. On pourrait, par exemple, parler d'un texte très ludique de Yolande Villemer, La vie en prose, qui fait référence évidemment à La vie en rose, la chanson bien connue. Et elle dit, elle joue toujours avec les mots. Par exemple, elle va dire « J'ai beau avoir mis le cadran au congélateur, la nuit tombe dans ma chambre à soir ». Alors, on voit la référence à Virginia Woolf, on voit l'humour aussi qui va sortir. Donc, l'écriture devient réellement un espace de plaisir et d'exploration de la jouissance
qui vient de la langue, mais c'est aussi l'époque de beaucoup de colère. Je pense à France Théoret, par exemple, qui dans Bloody Mary de 79, donc la même époque, La vie en prose est de 80, va dire « J'ai toujours envie d'écrire, toujours envie d'hurler. Au lieu de tenir un crayon, je tiens un poignard. Parfois un pieu, ça ne s'écrit pas, ça n'écrit pas, pardon. » Alors voilà, donc la colère, dénonciation, qui a été étudiée beaucoup par Ariane Gibault, par exemple. Et dans beaucoup de textes de femmes sont portés par cette colère. Je pourrais faire référence à Marie Célie Agnan qui parle de l'esclavage, de la violence perpétrée sur plusieurs générations de femmes, de mères, de filles. Et elle parle beaucoup du fait qu'il n'y a pas de langage pour le dire, que personne ne veut entendre la voix des femmes qui veulent dire ça. Et je pourrais parler ici justement, j'ai évoqué Marie-Célie Agnan, qui est une Québécoise d'origine haïtienne. J'ai mentionné tout à l'heure aussi Abla Faroud, qui est d'origine libanaise, qui propose dans Le bonheur à la queue glissante un lexique français arabe de proverbes. Le titre même est un proverbe. Donc beaucoup de femmes d'ailleurs qui deviennent des femmes d'ici vont intégrer des langues autres et des traditions autres dans leurs écrits aussi. À ce propos, on pourrait parler aussi des traditions et des langues autochtones. Naomi Fontaine, par exemple, donc elle s'y parle de 2011, dit ceci, il dit un chant triste, sorte de cri du cœur, comparable au blues. La langue Innu, presque chantée, aux intonations lentes. Le manque de voyelles rend la langue impénétrable, comme un rappel à la nature, la dureté, l'écorce et les panaches. Et peut-être pour boucler la boucle sur cette question, un passage de Gabrielle Roy qui lit l'amour à sa vocation d'écrivaine. Elle dit dans Rue d'Eschambault en 1955, « Pourtant, c'était sa faute, si j'aimais mieux la fiction que les jours quotidiens. Elle m'avait enseigné le pouvoir des images, la merveille d'une chose révélée par un mot juste et tout l'amour que peut contenir une simple et belle phrase. » Donc la mère et la fille sont liées dans cet acte d'écriture. Laurie, nous avons encore un peu de temps pour aborder la question qui a déjà été soulevée à quelques reprises, celle de la diversité dans les écritures. Une diversité observable chez des auteurs provenant d'autres horizons que ceux qu'on appelle parfois les écrivains de souche, bien que l'expression migrant de souche commence heureusement à être entendue. Alors, que dire justement de ces formes d'écriture féminine issues d'autres horizons ? Il y en a toujours eu beaucoup, évidemment, ce qu'on peut dire de l'époque vraiment actuelle, c'est qu'il y a peut-être pour la première fois une valorisation plus générale de ce qu'on appelle la diversité. La diversité, c'est aussi la diversité de genre. Il y a une émergence, avant de revenir aux femmes venues parfois d'ailleurs, l'émergence de personnes trans ou non-binaires qui écrivent. Il y a Chris Bergeron dernièrement, Gabrielle Bouliane-Tremblay, Marie-Ève Maréchal et d'autres. Je pense que c'est quelque chose qui est appelé à prendre beaucoup plus de place dans la littérature québécoise dans les prochaines années. Et toutes ces formes de diversité, d'ailleurs, changent heureusement notre façon de définir et de voir cette littérature qui était beaucoup trop axée pendant très longtemps, je dirais, sur les personnes blanches, les personnes nées francophones, sur les personnes nées ici ou toujours traitées comme néo-québécoises, même si ça faisait 40 ans qu'elles étaient ici. Et je pense qu'on est vraiment dans un moment fort de la littérature autochtone. Évidemment aussi, j'ai nommé quelques-unes des écrivaines importantes, Virginie Pézéma-Peau-Bordelot, Naomi Fontaine, Natacha Canapé-Fontaine, Joséphine Bacon, une pionnière poétesse notamment, et avant aussi Anne-Antane Capèche,
qui a écrit cet essai très fort qui s'appelle « Je suis une maudite sauvagesse ». C'est de 76, mais bon, ça a été republié tout dernièrement, où elle dénonce le racisme, justement les atrocités commises par les Blancs. Et il était temps qu'on commence à parler de ces choses et de faire valoir l'héritage autochtone, mais aussi parler des atrocités et de la survivance et de la résistance. En effet, Laurie, il faudrait bien mentionner les revues littéraires qui en tiennent compte et qui, elles-mêmes, intègrent dans leur personnel et même dans leur direction des personnes issues de ces horizons. Absolument, on pourrait, oui voilà, ce serait beaucoup trop long de nommer toutes les personnes qui sont écrivaines de la diversité aujourd'hui, mais quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dernièrement, c'était que Lettres québécoises, qui est une revue de l'actualité littéraire depuis 50 ans, qui a toujours été dominée par les personnes dites de souche, si on veut, a maintenant comme directrice Melika Abdelmoumen, qui est née ici, mais qui a beaucoup parlé de racisme, qu'elle a quand même subi ici. Et puis, ce printemps, sur la couverture de la revue, on a pu voir Yara El Gadban, qui est une Québécoise d'origine palestinienne. Donc, la littérature québécoise se transforme depuis longtemps, mais maintenant, on en prend encore davantage acte, je dirais, et c'est très heureux. Comme ça, il y a d'ailleurs des lieux de diffusion de plus en plus nombreux. Je pense à Mémoire d'Encrier, évidemment, qui fait un travail assez héroïque depuis un moment. La collection Queer chez Triptyque, une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Diverses Syllabes, dont le premier livre va paraître très prochainement et qui est consacré aux femmes racisées et non-binaires, etc. Et puis, voilà, donc j'ai laissé de côté beaucoup de monde, mais ça donne une idée. J'aimerais pouvoir nommer encore 400 personnes, mais ça donne peut-être un petit tour d'horizon. Absolument, Laurie. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce périple inspirant à travers l'écriture, je dirais les écritures des femmes au Québec. Merci infiniment pour votre contribution appréciée à ces entretiens sur la littérature québécoise et, chers collègues, bon accueil et bon travail désormais au sein de l'Académie des lettres du Québec. Merci. Merci.